Et Jean-Claude, la parole est à toi. Donc c'est comme je disais que c'est très ponctuel finalement au départ, hein, une idée enfin, ou un besoin donc exprimé par François Oran dans le cadre du CA de Récit, de dire à chaque fois qu'il y a une sollicitation ou une idée ou une opportunité de projet, si on se met à la place des élus, par exemple, ou des habitants, hein, vers qui il faut se tourner quand ce projet apparaît. Et le vers qui il faut se tourner, donc Joachim l'a un peu évoqué tout à l'heure, alors il y a le réseau, on va dire, déjà un peu connu, mais pas forcément de tout le monde, donc avec Cowatt, avec Énergie Partagée Investissement, avec Enercop Pays de la Loire. Je pense qu'on peut même ajouter les communautés, hein, sous quelque forme que ce soit, hein. Ça peut être aussi un interlocuteur. Et donc l'idée, ça a été, bah, posons-nous autour d'une table, on prend quelques projets par exemple qui peuvent servir de la réflexion, et à partir de ces projets, comment on aurait, en réfléchissant ensemble, quelle opportunité ou quelle réponse on apporterait donc à une collectivité. Ben, au départ, c'était Loire-Atlantique, mais pourquoi se limiter à la Loire-Atlantique? Qui solliciterait l'un de nous et pour dire, bah, plutôt que de dire, ah ben, c'est pas moi, allez plutôt voir le collègue à côté, si vous voulez, je vous donne son numéro de téléphone. L'idée était quand même d'avoir un premier temps de réflexion entre nous pour bah, déjà partager l'information, c'est important, et d'avoir plutôt une réponse adaptée en disant il y a un interlocuteur unique, ça peut être énergie partagée investissement, et cet interlocuteur unique va servir aussi de relais auprès des autres, des partenaires, nous en l'occurrence, pour que les choses se fassent de façon le plus fluide. Voilà, en quelques mots, un un premier temps de présentation. Merci Jean-Claude. Et pour compléter ce que tu as bien dit, c'est vraiment cette idée de faire ressortir la complémentarité qu'il y a notamment entre ces différents outils d'investissement-là. Où parfois, certains porteurs de projets avaient peur de les mettre en concurrence ou de froisser des gens et du coup, osaient pas trop s'adresser à certains d'entre eux ou alors avaient de la méfiance. Et donc, l'idée, c'était un petit peu de mettre à plat déjà entre ces acteurs-là comment chacun fonctionne. Et donc là, c'est un peu l'objet de ce webinaire ce midi, c'est de vous faire ressortir les grandes lignes de la typologie de projet dans lesquels chacun de ces acteurs vont venir investir. Et puis de voir un petit peu mieux comment ils peuvent investir sur différents projets et parfois ensemble aussi sur des projets. Et que on ait un peu une instance qui soit créée pour répondre aux besoins des porteurs. Donc ça veut dire que si demain vous avez un projet et vous ne savez pas en fait qui contacter entre énergie partagée, Enercop, Cowatt, que vous vous demandez si la société d'économie mixte du coin a un rôle à jouer ou pas, bah, le groupe de travail qu'on a créé dans Récit, là, qui s'appelle le groupe de travail outils d'investissement, son objectif, c'est justement de pouvoir répondre à ces questions. Donc on se réunit tous les 2 mois avec des représentants de chacune de ces sociétés et les porteurs de projets citoyens locaux peuvent solliciter ce groupe de travail-là en disant bah, moi j'ai un projet, c'est un parc au sol de 2 mégas et je ne sais pas, j'aimerais bien l'ouvrir au co-développement avec un acteur comme Cowatt, Enercop ou Énergie Partagée, mais je ne sais pas qui pourrait le faire et qui contacter. Donc dans ces cas-là, vous pouvez faire remonter à Récit, vous pouvez m'envoyer un mail et nous on l'inscrit à l'ordre du jour. Et comme ça vous permet de rencontrer tous les acteurs en même temps pour traiter votre sujet. Euh, L'idée de ce midi, du coup, c'est de vous partager un petit peu bah, déjà les premières conclusions qu'on a pu avoir dans ce groupe, avec notamment, en fait, on a commencé par se mettre autour de la table pour faire un tableau qui récapitule le positionnement de chacun des acteurs. Du coup, là, normalement, vous voyez le tableau. Ok, super. Donc un peu pour juste se redire le périmètre géographique, la filière privilégiée, quelle est la puissance minimum sur laquelle on va venir investir, parce qu'il y a certains outils qui commencent haut, par exemple je pense à énergie partagée, là, par rapport à un cowatt qui fait des plus petits projets, l'investissement mini, l'investissement maxi, comment on mobilise les fonds, est-ce qu'on est sur de la gouvernance en direct, est-ce que c'est intermédiaire, est-ce que ça passe à une échelle nationale, locale? Qu'est-ce qu'on appelle local?
Et puis, à quelle phase du projet ces outils-là vont venir investir? Est-ce qu'on les mobilise dès le démarrage de notre projet ou est-ce qu'ils arrivent plutôt vers la fin? Donc ça, c'est un tableau que je vous ai fait parvenir. Pour la plupart, vous avez dû le recevoir via la dernière invitation sur notre liste adhérents. Mais je vais vous le remettre dans le chat pour que vous puissiez le télécharger si besoin. Et le but de ce midi, c'est de passer un petit peu en revue justement les principaux outils d'investissement qu'on a sur la région, avec cette notion de privilégier de la présentation, en tout cas d'outils à une échelle géographique large. Parce qu'il y en a qui existent à des échelles intercommunales, mais aujourd'hui, on ne se penche pas là-dessus, on se penche plutôt sur ceux que vous êtes susceptibles de solliciter pour co-développer vos projets. Ce que je vous propose, c'est de commencer plutôt par celui qui a l'échelle géographique la plus large. Et si ça te va, Samuel, ça me paraît plus cohérent de commencer par énergie partagée investissement. Avec plaisir. Et on Je peux pourra prendre la prendre des main. questions à chaque fois après les intervenants. Et on aura un grand temps de questions à la fin aussi. Voilà. Ok, du coup, je prends la main sur le partage. Vas-y. C'est bon là, C'est tout bon. le monde a le. Ok, super. Simplement pour rappeler rapidement, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas directement ou pas très bien, donc énergie partagée, c'est un mouvement dans lequel on va retrouver deux structures principales. Donc une structure associative à laquelle Récit participe évidemment, donc, et qui s'appuie donc sur les réseaux régionaux, et puis la structure coopérative qui administre et gère les outils d'investissement d'énergie partagée. Donc moi, c'est mon employeur, Énergie partagée coopérative, et donc on est une quinzaine de salariés en France qui gérons le fonds euh, énergie partagée investissement, qui a collecté aujourd'hui à peu près 40 millions d'euros qu'on vient investir dans des projets d'énergie renouvelable. Donc on est bien sur une logique de mutualisation des risques et des temporalités des projets. Donc on intervient sur toutes les filières énergie renouvelable. Alors dans nos régions, c'est principalement de l'éolien et du solaire photovoltaïque, mais on a quand même une petite installation en hydro. Et puis on a un vrai enjeu sur le déploiement de la chaleur renouvelable. Donc c'est un sujet qu'on aura l'occasion de réaborder avec Récit, mais en tout cas, il y a en plus des ressources qui arrivent côté Récit, avec la duplication de projets qui fonctionnent bien, notamment en Auvergne et Rhône-Alpes. Et puis donc pour que chacun ait bien en tête, donc on est sur une logique de portefeuille. Donc quand un citoyen vient investir chez Énergie Partagée, il investit bien dans un portefeuille. On ne flèche pas directement l'épargne sur des projets en particulier, mais on a cette logique de mutualisation avec une valeur de l'action là, qui a évolué progressivement de 200 euros initialement jusqu'à 123 euros. Et on a versé pour la première fois en 2023 les premiers dividendes. Donc vous voyez là, grosso modo, l'évolution des investissements portés en fonction des filières. Là, on voit assez nettement l'éolien et le solaire qui se détachent, et avec des projets en bois énergie qui commencent aussi à représenter une part intéressante de notre portefeuille d'investissement. Un petit mot rapidement sur le label, je ne vais pas m'étendre, c'est simplement pour vous rappeler que la condition préalable à la mobilisation des outils d'investissement, c'est le fait que les projets puissent être labellisés. Et là, pour le coup, c'est les réseaux régionaux, donc Récit, qui est à la manœuvre, qui va instruire la, la compatibilité, la conformité, on va dire, du projet avec les attendus du label. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut intervenir, nous, côté énergie partagée, dans les projets avec nos outils d'investissement. Et donc, l'offre de financement, elle est, alors ça c'est le tableau un peu récapitulatif, mais qu'on va détailler par la suite. Donc, on n'intervient pas au niveau du financement des émergences de projets, on va plutôt flécher les porteurs de projets vers les réseaux régionaux, donc Récit en l'occurrence, qui va être en capacité d'aiguiller les porteurs de projets pour matérialiser le démarrage d'un projet, la structuration du collectif, etc. Par contre, nous, on va pouvoir intervenir dès la phase développement. On a donc deux outils d'investissement. On a un outil qui s'appelle Énercité, mais qui est aujourd'hui 100% EPI, donc énergie partagée investissement. Mais en tout cas, ce n'était pas la logique historique. Historiquement, énergie partagée investissement intervenait sur des projets dérisqués, avec une rentabilité assise sur l'exploitation à long terme des projets de production.
depuis 2022, on a intégré au sein d'Énergie Partagée Investissement un outil qui avait été constitué par ailleurs pour financer du risque de développement. C'est pour ça que là, on a distingué les différentes étapes du projet. On a des logiques un peu différentes d'intervention et de rémunération. Parce qu'en phase développement, là, on porte du risque. Et donc, on a une logique aussi de pouvoir rémunérer le risque pris pour pouvoir équilibrer les pertes qui sont générées sur les projets qui n'aboutissent pas. Donc, je te propose de détailler rapidement ces différentes phases. Donc, en phase développement, c'est ce que j'expliquais à l'instant. Donc, on intervient, alors toujours en minoritaire, je ne l'ai pas dit, mais Énergie Partagée intervient en soutien aux porteurs de projets locaux. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas forcément partout. On peut être sollicité, et ça a été évoqué tout à l'heure, en termes de complémentarité sur des projets sur lesquels les collectifs sont insuffisamment structurés ou sont encore un peu incertains sur leur capacité à avoir des levées de fonds suffisantes. Donc on peut intervenir, nous, dans un premier temps, dans une logique aussi d'effacement progressif et partiel, parce qu'on a un intérêt, nous, à rester associés sur le long terme. En tout cas, on peut venir préfinancer une part citoyenne le temps que la structure locale se crée, aille chercher ses fonds, etc. Et donc en phase développement, notamment, c'est pas une logique complètement répandue que les collectifs citoyens soient en capacité de financer du risque. Donc nous, on peut intervenir à ce moment-là et pouvoir prendre une place dans le tour de table aux côtés des partenaires du projet, qui peuvent être des développeurs privés, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités territoriales. En tout cas, voilà, on a cette logique de valorisation du risque de développement avec une rentabilité qui va se matérialiser par une facturation du risque pris dans la phase développement au moment où le projet est dérisqué. Voilà, et puis donc là, on va apporter un certain nombre de plus-values au projet, donc avec une agilité du financement. Donc on a, nous, la chance d'avoir des disponibilités à travers l'épargne qu'on collecte en permanence. Et donc on peut intervenir assez rapidement en mobilisant nos outils d'investissement. Et puis, on va aussi amener des rôles de conseil technique, financier, juridique. On va apporter un certain nombre de connaissances marché, des retours d'expérience qu'on a pu capitaliser un peu partout en France. On va aussi partager des outils. Alors, pour le coup, les outils sont à la disposition de l'ensemble des adhérents, mais pour le coup, on va pouvoir animer le cadre partenarial des projets. Voilà, et donc cette logique-là en phase développement, c'est bien à travers Énercité. De plus en plus, on est sollicité maintenant en phase pré-construction. La pré-construction, c'est quoi? C'est qu'on a des autorisations obtenues. Par contre, on n'a pas encore, notamment, obtenu le financement bancaire. Donc, on est dans une phase un peu grise où le projet est assez dérisqué. On a besoin de financer des compléments d'études, des acomptes sur des contrats de construction, etc. Donc là, on est sur des logiques de financement à court terme, en attendant d'avoir levé le financement bancaire. Et donc ça, de plus en plus, on le fait notamment sur les projets en bois énergie, où on préfinance les subventions ADEME qui ne sont versées qu'après la mise en service. Donc plutôt qu'aller chercher un financement bancaire sur quelques mois, on a aujourd'hui constitué ces logiques d'intervention, alors qu'ils ne sont pas extensibles à l'infini, mais qu'on essaye d'apporter en soutien aux porteurs de projets. Et puis la logique historique et long terme d'énergie partagée, bah, c'est bien celle-là, donc c'est d'être présent sur le long terme à côté des porteurs de projets. On va être aussi actif dans la gouvernance et dans les instances du projet. Là aussi, on va apporter un rôle de conseil, et notamment sur tous les projets en exploitation dans lesquels on intervient, sur les choix des agrégateurs, sur le choix des maintenanciers, etc., etc. Et donc, on va aussi appuyer la montée en compétences des acteurs locaux sur tous ces sujets-là. Et donc là, on est sur des tickets d'investissement. Alors, ce que je n'avais pas dit, ouais, sur Énercité, on est sur des tickets d'investissement entre 30 000 et 400 000 euros. Donc, ça veut dire, en gros, on ne va pas sur des projets en dessous de 3 mégawatts. C'est à peu près la tranche basse. Et en construction et en exploitation, on va être sur des tickets entre 50 000 et alors, on va même jusqu'à plus de 2 millions d'euros maintenant, sur des projets éoliens notamment. Avec une logique là de rentabilité, de retour sur investissement, sachant que la promesse d'énergie partagée, c'est de rémunérer les actions à hauteur de 4%. Donc on a à minima besoin de rémunérer à cette hauteur-là, plus les frais qu'on va, nos salaires à nous, hein, donc toute la partie structure d'énergie partagée. Donc, ça vous donne un aperçu des rentabilités minimum attendues sur les outils d'énergie partagée. Voilà dans les grandes lignes.
Merci Samuel. J'ai pas de questions dans le chat, mais s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser vos questions à Samuel. Alors, si c'est allé un peu vite, les diapos seront diffusables, hein, Joachim pourra les transmettre si vous voulez revenir dessus à tête reposée. Oui, je voudrais poser une question, André. Vas-y André. Euh, Est-ce que vous êtes à la course à la rentabilité et au chiffre d'affaires, ou est-ce qu'il y a des garde-fous pour rester dans un certain état d'esprit et dans une certaine complémentarité ou raisonnabilité pour les projets, pour pas qu'on croit qu'on peut tout faire et puis se lancer dans des trucs pharaoniques et que vous allez suivre. Alors, bah, Voilà, effectivement, Samuel, merci. merci André. Bah, c'est la phase préalable, hein. Évidemment, on n'intervient que dans les projets qui sont compatibles avec le label, donc avec la charte énergie partagée, qui est assise sur un certain nombre de principes, dont notamment, alors pour ce qui concerne l'aspect financier, sur le côté non spéculatif des investissements. Donc ça, c'est bien dans la main, et c'est pas nous, le côté énergie partagée, c'est bien les réseaux régionaux qui sont en charge d'évaluer la conformité des projets qu'on va soumettre au comité d'engagement énergie partagée. Donc avant d'aller voir le comité d'engagement d'énergie partagée, moi j'ai besoin d'obtenir le blanc-seing entre guillemets du réseau régional qui va s'assurer que les projets qu'on va présenter sont bien compatibles avec les valeurs et l'éthique du mouvement énergie partagée, dans lesquels on va retrouver l'ancrage local, la gouvernance ouverte, le respect de l'environnement, et puis ce côté non spéculatif, quoi. Voilà, ça c'est bien le garde-fou, il est bien à l'entrée, dès l'entrée en fait, hein. Le premier filtrage, il est fait par le réseau régional qui va considérer si oui ou non le projet mérite d'aller chercher les outils d'investissement d'énergie partagée. Mhm. Et j'ai une deuxième question. Est-ce que dans des projets avec des collectivités, votre présence, puisque nous, elle est envisagée sur la Menée-Lambourg, là, avec Toit au Soleil, est-ce que vous donnez vous êtes une certaine caution morale et financière pour des collectivités, ou au contraire, ils se méfient un peu en disant qu'est-ce que c'est ce truc-là, comment ils vont tenir la route, voilà. Bah, il y a pas de vérité, hein, ça dépend vraiment d'un projet à l'autre, d'un territoire à l'autre. Une chose est sûre, on vient globalement, les collectifs citoyens ils viennent nous chercher aussi pour asseoir, on va dire, la, la crédibilité de la part citoyenne. Un collectif qui est naissant, qui n'a pas encore de retour d'expérience, il a parfois besoin de venir s'adosser à des acteurs plus identifiés. Donc c'est le cas, par exemple, du projet éolien à Plessé, là, sur lequel d'ailleurs c'est un bon exemple de complémentarité, hein, dans le tour de table. On a un collectif citoyen qui a été accompagné par EPV, qui bénéficie déjà d'un certain nombre d'expériences, mais malgré tout, ils se sentaient pas forcément très légitimes vis-à-vis des collectivités. Ils sont allés chercher Enerca Pays de la Loire et Énergie Partagée, et la SEM, ENR 44, pour intégrer le tour de table. Et donc ça fonctionne bien comme ça. Vis-à-vis des collectivités, alors on peut représenter un premier pied dans la porte, on va dire, dans le sens où un collectif citoyen, ça peut parfois faire un peu peur à une collectivité, face à la diversité des collectifs, etc. Énergie partagée peut parfois être rassurant par le fait de venir intégrer la gouvernance dans un premier temps et pouvoir mettre déjà des citoyens dans les décisions. Et puis, ce que j'évoquais tout à l'heure, avec une logique d'effacement progressif, c'est-à-dire qu'à mesure que le collectif local se structure, va chercher des fonds, etc., eh ben, l'énergie partagée va être en capacité de s'effacer partiellement pour faire entrer un collectif citoyen, une fois que la collectivité aura compris les enjeux et aura pris les habitudes de travail avec énergie partagée, quoi. On a ce rôle de facilitation, on va dire, pour les collectifs. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Samuel? S'il n'y a pas d'autres questions pour Samuel, je vous propose qu'on continue et puis il y aura de toute façon, on pourra reprendre un temps à la fin si vous avez des questions qui vous viennent en cours de route. Je vous propose qu'on continue avec Marion qui va nous parler du positionnement de Cowatt. Et le temps de te passer la parole, j'en profite juste pour préciser, comme disait Samuel, nous, côté réseau régional Récit, on a un rôle au démarrage des projets pour vous aider
Bah, à bien définir, ce que vous voulez faire, à vous mettre en réseau et tout ça, mais on n'est pas un outil d'investissement. Nous, chez Réci, on ne vient pas investir chez les projets. On a un modèle qui est subventionné, qui nous permet de venir vous aider, mais on ne vit pas grâce au modèle économique des projets et on n'investit pas dans des projets. À toi la parole, Marion. Alors pour Cowatt, alors il y a beaucoup de gens de Cowatt dans ce webinaire, mais du coup vous savez que Cowatt est une société, une SAS qui fait du solaire sur les Pays de la Loire, pardon, et principalement, enfin que du solaire citoyen, principalement du solaire en toiture. Et Cowatt, c'est, donc je l'ai dit, une société où il n'y a pas de salariés. Du coup, ceux qui forment Cowatt, ce sont les collectifs de citoyens qui ont utilisé cet outil juridique. Du coup, Cowatt, comment on peut activer cet outil de financement dans les projets? Donc, il faut qu'il y ait un collectif en place en local, ou du moins avec une vision, quelque chose, une émergence possible sur le territoire d'un collectif via Récit ou via les associations pardon, locales comme Alizé. Cowatt, on a une limite d'investissement, enfin une limite minimum d'investissement. On parle de 30 kilos euros. En fait, c'est parce que on s'est rendu compte que notre modèle économique n'était pas viable en dessous de centrales solaires de 36 kilowatts crête. Donc ça correspond à peu près, ça peut correspondre à 30 kilos euros. Euh, donc, je l'ai dit, la mobilisation financière, elle se fait via le collectif en local. Pas Cowatt, c'est pas l'ensemble des collectifs qui représentent Cowatt qui vont aller chercher les fonds, c'est bien le collectif en local. Et donc, le porteur du projet sera la communauté locale pour l'émergence et pour le développement, en sachant que Cowatt investit a une enveloppe euh, qu'elle appelle enveloppe à risque. Elle met à disposition en fait de l'argent auprès du collectif pour développer le projet. Pour donner une idée, alors j'ai retrouvé que un vieux chiffre, mais en 2023, on était autour de 20 000 euros sur cette enveloppe à risque. Euh, et bien sûr, la construction, on fait appel à des installateurs et l'exploitation, c'est bien Cowatt qui gère cette partie-là. Euh, Aussi pour dire que Cowatt intervient dans des projets où il y a plusieurs associés, des SPV comme Smiley Bourneuf, où il y avait une SEM et plusieurs SEM, je crois, deux SEM. Donc là, Cowatt intervient dans ce type de projet avec, en représentant de Cowatt, la communauté locale, encore une fois. Et voilà, cœur de métier, je regarde un peu le tableau. Ouais, effectivement, notre cœur de métier, c'est bien du développement de PV en toiture, même si on a des collectifs aujourd'hui qui creusent les projets en ombrière solaire. Voilà pour la partie Cowatt. Merci Marion. Est-ce qu'il y a des questions pour Marion? Je vais vous partager le tableau qui résume un petit peu ce que tu nous as dit aussi, pour qu'on puisse s'appuyer dessus. Hop. Oui, j'avais une petite question. Donc, on a le minimum en euros, le minimum en kilowatts crête, et globalement, ça correspond à des Une surfaces de surface combien? de 100 mètres carrés. Ouais. Donc Donc, si 200 je mètres reprends, carrés ça fait minimum. en gros une installation de plus de 36 kilowatts crête. Donc, ça correspond à une toiture de 200 mètres carrés et un prix de 30 kilos euros. Merci. On a aussi des conditions de rentabilité, enfin, c'est-à-dire que Cowatt, chaque projet qui est amené à Cowatt passe différentes phases, la phase de faisabilité, de développement, de chantier et d'exploitation. Et en fait, on a des critères de rentabilité qu'on regarde en phase de développement, notamment un TRI qu'on souhaite de plus de 5%.
Et qui prend en compte les frais de gestion de la structure. Oui. C'est juste pour faire le parallèle avec Samuel, c'était 4% plus les frais de gestion. Et là, non, ça ne prend pas en compte non plus. Pardon, je me suis mal exprimé. La Euh, TRI prend en compte les frais de gestion de Cowatt parce que sur chaque projet, on y met en fait des frais euh, proratisés en fait. ok, merci. Ça permet de se rendre compte de ça. Il y avait une question de Grégory qui demandait si Coat intervient uniquement à l'échelle région Pays de la Loire. Oui, alors je vais peut-être pas préciser, mais oui, c'est une société qui ne fait que du solaire citoyen à l'échelle des Pays de la Loire. Et Grégory, si donc je vois c'est SDE 35, donc si tu es en Bretagne, il y a l'équivalent de Coat en Bretagne qui s'appelle Kerwatt, qui est un peu la petite sœur de Coat. Il y a Paul qui a une question. Euh, Vous m'entendez? Oui, Oui, d'accord. Euh, on a fait un projet de 36 kilos avec Cowatt et on a un complément de toiture qui est donc confirmé capable de supporter, un complément de toiture qui risque d'être à 18-20 kilos. Et on pensait le faire avec en tiers investisseur qui aurait pu être Cowatt, mais quand j'entends Marion, je vois que Mhm. ce nouveau projet complémentaire ne pourrait donc pas, même s'il a un TRI, enfin quoi qu'il, on va voir, mais l'idée c'est serait qu'il soit fait en tiers investisseur avec autoconsommation par la commune. Et Ok. donc, je ne sais pas si il faudra qu'on le Alors, porte dans notre société de projet qu'on a depuis un petit moment, qui est un véhicule juridique pour l'instant vide, ou bien est-ce que Cowatt est susceptible de l'abriter? chez Cowatt, il y a des projets inférieurs à 36 kW crête, euh, historiquement, parce qu'en fait, l'origine, c'était de solariser des toutes petites toitures de particuliers. Et puis récemment, en fait, on a quand même des toitures, là, notamment une qui a été mise en production de 24 kW crête. En fait, je pense que ça se joue des fois à pas grand-chose. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir, ça vaut le coup de le présenter en coordination départementale. Les coordinations, pour ceux qui connaissent pas, c'est des réunions tous les 2 mois des collectifs du département et on vient présenter notre projet en tant que collectif. Et chaque personne présente à cette réunion va creuser un peu le sujet, va questionner le collectif porteur de projet pour s'assurer que le projet est viable pour Cowatt. Voilà. Donc, je pense que des projets comme ça d'augmentation, ça mériterait quand même de passer en cordeau départemental pour voir si Cowatt peut accepter à une échelle un peu inférieure à ce qu'elle avait défini. merci. Il y a Samuel qui avait levé la main. Ouais, juste pour préciser sur les rentabilités attendues là, qui ont été évoquées, ce que j'indiquais, moi, c'est qu'on a dans la construction de l'outil énergie partage investissement, on a une promesse de rémunération à hauteur de 4% pour les souscripteurs. Ça veut dire qu'on va avoir des rentabilités attendues qui sont plutôt supérieures parce qu'on a besoin de couvrir nos frais internes. Et puis, on va aussi avoir des attentes de rentabilité différenciées en fonction des filières. On voit bien qu'il y a en exploitation des filières qui sont plus compliquées que d'autres. Je pense à la méthanisation, par exemple, qui a des aléas de fonctionnement qui sont supérieurs à ce qu'on peut connaître en photovoltaïque, par exemple. Donc voilà, le 4%, il ne faut pas le garder en tête comme une référence de TRI attendue. C'est juste pour vous indiquer qu'on va avoir plutôt un TRI attendu qui va naviguer entre 5 et 8-9% en fonction des filières et des durées d'investissement, quoi. Merci. Il y avait Christelle qui se posait une question un peu dans la même Ouais. veine que celle de Grégory, qui je pense, y a-t-il des exceptions à ce tableau où on a essayé de mettre les choses dans des cases claires Mhm. Peut-être sur le graphe que de projet? au lieu de parler d'investissement minimum pour Cowatt, il faut parler de vigilance. Et du coup, ça peut répondre à Christelle. Si je dis vigilance, c'est parce que, encore une fois, les projets de moins de 36 kW, on a du mal à avoir des modèles économiques viables pour Cowatt, c'est-à-dire avec un TRI de 5%, enfin de plus de 5%. Euh, bon, après, ça s'étudie en fonction du projet. C'est ça qu'on passe quelquefois des projets un peu en dessous de ce critère. Et pour l'histoire de grappe, ça peut justement passer, en fait, on peut avoir des modèles qui tiennent si on arrive à faire des grappes. Et j'en profite aussi
en parlant de Grab, qu'aujourd'hui, Cowatt, on était petit, on est passé moyen et on devient un peu plus gros. Et du coup, on travaille en portefeuille où on essaye d'avoir auprès des banques, de ceux qui nous financent en partie. Et du coup, on va chercher des portefeuilles de 300 000 euros à 500 000 euros pour pouvoir débloquer des fonds bancaires. Merci Marion. Mamourou avait une question aussi. Oui, vous m'entendez? Ouais. Oui. Oui, moi j'avais quelques questions pour bien comprendre l'outil. Un peu comme EPI, c'est un outil de collecte d'épargne. Et voilà, peut-être avoir quelques éléments historiques sur l'origine de ce fonds et connaître aussi la taille du fonds. Autrement dit, il y a combien d'euros dedans? Ok. Alors, pour Cowatt, du coup, c'est une société qui a été créée en 2017. Alors, c'est plus que une société qui collecte des fonds parce qu'il y a aussi la notion, ça apporte tout ben, l'aspect de société, c'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage en fait du projet au niveau assurantiel, au niveau bancaire. Et puis maintenant, au niveau retour d'expérience des collectifs qui ont déjà mis en place des centrales solaires. Euh, Aujourd'hui, Cowatt, c'est 1000 associés, c'est 600 000 euros collectés. C'est une vingtaine de centrales en production. Et puis, je crois, 25 communautés au dernier comptage sur le territoire des Pays de la Loire. Et peut-être qu'il y avait une autre question, mais je ne me rappelle pas. Tu peux repréciser si j'ai pas totalement répondu. Non, mais si, je pense que ça répond à mes questions sur la taille du fonds, peut-être sur l'historique, mais tu disais que ça avait été créé en 2017, je crois. Oui. Alors, Voilà. si pour l'historique, en fait, c'est qu'il y avait plusieurs communautés en local qui avaient pour ambition justement de créer des centrales solaires, mais le modèle était difficile à trouver sur des petites centrales. Si ils créaient leur propre société. Et du coup, ces porteurs se sont rencontrés et ont eu l'idée de créer ensemble une société mutualisée à l'échelle de plusieurs projets en cours et à venir en fait sur les régions de Pays de la Loire. Du coup, ça veut dire que quand on investit sur un projet qui est développé par Cowatt, on mutualise aussi le risque financier. C'est-à-dire que si notre projet marche bien, eh bien, c'est pas forcément l'actionnaire du projet qui aura plus d'argent. On mutualise les bénéfices et les risques, quoi. Si un projet qui marche mal, ben, c'est l'ensemble des actionnaires de Cowatt qui prend le risque, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Marion? Eh ben, si on n'a pas d'autres, on va passer à notre dernière intervenante. Et du coup, c'est Evelyse d'Enercop. Evelyse, je te laisse la parole. Merci. Je vais m'appuyer aussi du tableau, mais avant de rentrer dans le détail, prenons de la hauteur. Et Enercop Pays de la Loire, on est une coopérative de l'ensemble du réseau Enercop. On est la 11e coopérative et Enercop, donc l'origine de son métier, c'est être fournisseur d'électricité 100% renouvelable avec une dimension citoyenne, locale, avec cette volonté forte de rapprocher les consommateurs des producteurs. Autrement dit, créer ce réel circuit court le plus réel possible, entre guillemets. En disant ça, ça nous amène plusieurs enjeux, des enjeux de prix, des enjeux de comment on s'approvisionne en projet d'énergie renouvelable, et comment on finance et comment on fait vivre ces enjeux, cette mobilisation des acteurs sur les territoires. C'est pourquoi il y a ces coopératives qui sont créées au maximum dans les régions. Et donc, Enercop Pays de la Loire a été créé sur ce modèle-là pour essaimer dans les Pays de la Loire, et donc en 2018. Et plusieurs raisons d'être à Enercop Pays de la Loire, c'est
c'est un devrait sur la fourniture d'énergie, commercialiser l'offre de fourniture, mais pas que, aussi des actions de sobriété, de maîtrise de l'énergie et surtout, là ce que je vais vous présenter, être présent dans les outils, dans le développement de nouveaux outils de production d'énergie renouvelable. Et en Pays de la Loire, on va se concentrer que sur l'éolien et le photovoltaïque au sol. Voilà le périmètre en Pays de la Loire. Aussi, quelque chose d'important à vous dire, donc on est une structure indépendante en société coopérative. Et aujourd'hui, donc, on a plus de 3800 ou 600 sociétaires dans la région. Et donc, un vivier de sociétaires mobilisables à mobiliser autour de nos projets de production. Pour revenir aux filières éolien photovoltaïque, quelque chose qui est aussi en chapeau à dire par rapport et ce qui nous distingue par rapport à Cowatt, énergie partagée et ces deux acteurs, c'est notre intention, elle est tous ces nouveaux moyens de production d'énergie renouvelable, pas notre intention, mais notre objectif, c'est qu'on soit, il se fasse sans mécanisme de soutien public. C'est-à-dire sans ce qu'on peut connaître les obligations d'achat, les tarifs d'achat et les compléments de rémunération portés par la CRE. Donc, notre positionnement, il va être double selon les filières et selon la grandeur, la puissance, on va dire, des projets. Un intérêt pour que toute l'électricité soit vendue en direct à Enercop, c'est ce qu'on appelle les PPA. Contrat gré à gré en direct avec le fournisseur Enercop. L'objectif dans ce contexte, c'est que pour Enercop, on a besoin d'avoir un volume d'énergie pour nos clients à un prix le plus connu et le plus durable, le plus long possible pour honorer la grille tarifaire de nos clients. Donc là, ça va être plutôt pour l'éolien ou du gros photovoltaïque. Il y a des enjeux, c'est des volumes d'énergie plus importants. Et puis, deuxième voie aussi, sur la valorisation de l'énergie, toujours sans mécanisme de soutien public, c'est d'œuvrer vers ce circuit court de l'énergie, donc en boucle locale, du mieux que possible. Ces petites centrales au sol, là on va parler de petits photovoltaïques, viennent alimenter des consommateurs directs par soit de l'autoconsommation collective, soit un autre mode de contrat de PPA, mais directement aux collectivités, par exemple. Donc, je reprends le chapeau, deux filières. On peut être sur l'éolien, sur le photovoltaïque uniquement sur des centrales au sol, sans mécanisme de soutien public. Du coup, c'est pour ça que ça nous met particulièrement au sol, parce qu'on peut avoir un tarif compétitif par rapport aux aides de l'État. Et puis particulièrement sur des petites centrales au sol, donc entre 300 kW crête et 1 MW crête, qui là amène c'est un raisonnement en grappe sur un territoire, jamais seul de manière générale, toujours avec les acteurs locaux, qu'ils soient collectifs citoyens ou communes, collectivités ou SEM. On a plusieurs exemples et la gouvernance, elle est d'investir dans une société dédiée, donc on l'a dit tout à l'heure, SPV, dédiée à cette grappe sur un territoire, tous les acteurs autour de la table qui veulent contribuer à ce développement. Donc, on n'a pas de velléité à être majoritaire dans ce fonctionnement. Elle est plutôt un petit peu comme énergie partagée investissement en fonction de la mobilisation locale, mobilisation citoyenne locale, mobilisation aussi des collectivités. Oui. Et peu à peu laisser place, soit sur le plan opérationnel, soit sur le plan financier, aux collectifs citoyens qui seraient désireux de prendre vraiment une part dans la gouvernance de ce type de projet. Si je prends toutes les phases d'un projet, émergence, développement, construction, exploitation, donc je dirais en émergence, je vais
Sur l'éolien, je vais faire assez court. L'éolien, on a un enjeu un autre fort intérêt, c'est que l'électricité soit ensuite achetée par Enercop en contrat direct avec Enercop. Donc nous, on va être aux côtés des acteurs locaux, comme a présenté Samuel tout à l'heure avec le projet PCOL, plutôt complémentaire, en soutien avec cette intention quand le moment sera venu, parce qu'on sait bien que c'est assez tard cette réflexion, et bien si Enercop peut acheter l'électricité dans les conditions qui vont bien, eh bien on se positionnera là. Du coup, on peut être autour de table de ces projets-là, plutôt symboliques sur le plan financier, sur le plan technique et opérationnel. On n'est que en soutien, on n'a pas de compétences ou de ressources dédiées à ça. Toute la vie d'un projet éolien, ça serait exactement le même positionnement. Pour le photovoltaïque, un peu différent, donc en émergence, développement, je dirais là on travaille aux côtés d'eux. On n'est en général pas là par hasard, soit on a un collectif citoyen qui est partant, qui est en cours de développement sur des petites centrales au sol de 300 kW crête ou 1 MW crête. J'ai plusieurs exemples. Et on va investiguer le territoire, les communes, les services de l'État pour faire accepter ces projets-là et ensuite travailler ensemble sur le développement. Construction, exploitation, idem. Là, je dirais, j'ai parlé de la gouvernance tout à l'heure, pas forcément majoritaire. C'est vraiment au cas par cas des territoires et des volontés. Si je devais nous classer en métier, on a évidemment la compétence technique de développement des projets. On a une force de levée de fonds aussi avec tous nos sociétaires. Et ensuite, oui, voilà, c'est ça que je voulais dire, une force de mobilisation locale grâce à notre réseau, et les clients et les sociétaires d'Enercop. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Merci Evelyse. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Jean-Marc, j'ai une question. Vas-y. La partie exploitation, là, donc vous pouvez, dans un projet comme le nôtre à la Mené-Lambourg, vous pouvez être partenaire uniquement pour racheter de l'électricité qui est produite par une centrale. Même si dans cette centrale, il y a des acteurs publics, etc., il y a pu y avoir aussi des subventions d'État à travers des appels d'offres. Alors, du coup, merci pour la question, parce que ça m'amène à clarifier. Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Y a-t-il, est-ce que la valorisation de l'électricité va partir en AO creux de En ce partie projet? à creux, en partie à CC, et en partie Voilà, peut-être, alerte acronyme là. Faut que Ouais, vous soyez plus précis. Pardon. en pardon, partie oui. en appel d'offres auprès de la Commission de l'énergie, en partie en autoconsommation collective, et peut-être en partie, s'il y a un peu un reste, il se peut qu'il y ait une partie qui pourrait être vendue à vous, à Enercop. Ok, ben, c'est un cas particulier que je ne vais pas forcément développer là. Par contre, ce qui est important que je peux préciser là, c'est que Enercop Pays de la Loire, ce que je n'ai pas dit, par notre structure juridique organisée en société coopérative, on a l'avantage fiscal. On permet à toute personne physique qui prend des parts sociales dans la coopérative de bénéficier d'un avantage fiscal sur la part sociale, soit 18%, soit 25%. Cet avantage fiscal, elle ne peut pas se cumuler aux aides de l'État des projets de production. En d'autres termes, on ne peut pas investir dans des projets, Enercop Pays de la Loire ne peut pas investir dans des projets qui, eux, bénéficient des tarifs d'obligation d'achat et également des tarifs de complément de rémunération dans le dispositif du cahier des charges de la Commission de régulation de l'énergie.
Oui, mais ma question ne posait pas sur l'investissement, mais sur la Oui, possibilité d'acheter de l'électricité. oui, mais du coup, ça, c'est Euh, du cas par cas ah, d'accord. qui est plutôt là du ressort du fournisseur, de l'acheteur fournisseur Enercop. Néanmoins, quand on se place dans ce positionnement où Enercop, on fait un contrat PPA Enercop, il est souvent préféré que l'Enercop local soit au capital de la société, même minoritaire. Sur ce point-là, je peux vraiment faire un lien à part là, de ce GT. C'est assez particulier. Je n'aurai pas toutes les réponses toutes faites. D'accord, merci. Jérôme Belloir, vous m'entendez? Oui, vas-y, Jérôme. Question, c'est sur comment dire le mélange un peu des genres. Est-ce que vous pouvez pas des fois être reproché d'être jugé parti, enfin comment dire quand vous intervenez pour monter les projets et que derrière vous postulez pour la racheter, est-ce que ça peut vous être reproché en disant bah vous êtes déjà prépositionné, les dés sont un peu pipés d'avance, non? C'est pas comment ça s'appelle ça un peu le c'est pas du délit d'initié, non mais c'est du Conflit d'intérêts. conflit d'intérêt, voilà. Alors, j'ai pas compris. Quand on développe un projet, on sait que le projet a vocation d'être ton électricité et en contrat avec Enercop. Ah oui, ok, Il y a, il y d'accord. a, il y a- C'est déjà entendu d'avance, ça, oui. Ah Ok, oui, avec les partenaires, d'accord, d'accord. sauf pour l'éolien. Et auquel cas, ah ben là, il n'y a rien d'obligé dès le début. C'est écrit dans l'intention, dans le statut, que les partenaires partagent cette intention, mais qu'elle n'est pas figée et que ça sera au regard des opportunités ou des conditions au moment où le contrat d'achat sera à discuter. Donc là, c'est pas Ok, figé pour l'éolien, étant donné la durée du temps. Pour un projet 300 kW crête, alors aujourd'hui, il n'y a pas de tarif de soutien. Donc, le sujet, on va dire, il est sans ambiguïté. ouais, Mais ok, quand il y a, par exemple, 3 ou 5 mégas, nous, on y va, on met les moyens techniques et les ressources ouais, si c'est bien entendu dès le départ sur ce point-là. ok, Merci, Jérôme. Il merci. y a d'autres questions? Juste pour compléter ce que vient de dire Église, Enercop est aussi dans une logique de sortie d'un projet, si d'aventure l'intention initiale n'est pas matérialisable parce qu'on a trop d'écart entre une valorisation à haut feu ou autre, autoconsommation collective, par rapport à ce que Enercop national sera en capacité d'offrir au projet en achat de long terme. Ça pourrait aller jusqu'à théoriquement le retrait d'Enercop et de du projet au profit d'un autre acteur local. Donc, typiquement, là, si je reprends l'exemple de Plessé, c'est ce qu'on avait identifié dès le début. Si le projet doit finir une autre forme de valorisation qu'un PPA à long terme avec Enercop, Enercop, il va voir si céderait ses titres au profit de SM et de l'R44 prioritairement. Plus ça. D'ailleurs, tous les statuts ou dans l'intention des pactes d'associés, on demande, en effet, c'est important, notre modèle, il se tient à ça. En plus, c'est juridiquement qu'on ne peut pas investir quand il y a ce mécanisme de soutien public. Donc, revoir la valorisation de l'électricité et le modifier, c'est vraiment une décision à l'unanimité. Et auquel cas, Enercop et les Loire se retirera. C'est vraiment dans toutes les sociétés de projet qu'on précise cela. Euh, J'aurais une autre question au sujet dividendes de distribution chez Enercop, ça se passe comment c'est quoi l'actu là-dedans? Oui, alors il y a deux Comment on voies. fait déjà pour y en bénéficier et s'il y en a? Ouais. Alors là, du coup, pour le moment, il y a deux propositions, entre guillemets. C'est la prise de part sociale, être sociétaire de la coopérative
Pays de la Loire. Une part sociale, c'est 100 €. Et toute personne physique bénéficie, enfin, si elle est soumise aux impôts, bénéficie de la réduction fiscale de 18 ou 25% selon la loi en vigueur. Mmh. Donc, c'est déjà cette information, sachant que le retrait peut se faire à partir de 7 ans. Autre proposition récente, c'est la prise de titres participatifs. Là, j'ai plus les chiffres en tête, excusez-moi. En tout cas, je peux vous envoyer ça assez facilement, mais là, j'ai plus les chiffres en tête. Mais Enercop distribue des dividendes régulièrement, alors, tous les ans? Non, la distribution des dividendes, alors, pas du tout, jusqu'alors, de ce que j'en sais, aucune Enercop régionale et nationale, à part peut-être cette année, il n'y a eu de rétribution de dividendes sur les parts sociales. Le modèle veut que c'est souvent toujours voté pour réinvestir dans le Ouais, projet. ok. Ça, c'est une chose, et c'est pourquoi à côté a été mis en place l'outil de titre participatif, qui là, il y a une rémunération, même si c'est pas tout de suite, c'est bloqué peut-être à 5 ans ou 7 ans. Après, il y aura une rémunération sur les titres participatifs. Dont les modalités, là, je les ai pas en tête, excusez-moi. Ok, merci. Il y avait d'autres questions? Paul, peut-être? Oui, pour Solero, qui est une communauté de coates et qui porte son 3e projet sur toiture, c'est un peu attaqué à des projets en partenariat avec Enercop Pays de la Loire, à travers une société dédiée que l'on a créée à un moment d'un parc éolien qui a capoté. Et en fait, on se rend compte que justement, ce qu'a dit Éblise, à savoir quand on rencontre les maires, puisqu'on cherche à faire une grappe solaire de petits parcs au sol sur une communauté de communes, voire sur le bocage de notre région, on se rend compte que l'approche fourniture au territoire via des boucles d'autoconsommation, c'est une entrée absolument essentielle, évitant que justement, par rapport à la question, je crois, de Jérôme, qu'il apparaisse que nous travaillons que pour un fournisseur d'électricité. Bon, un certain nombre d'entre nous sont à Enercop, mais ce qu'on veut, c'est donner pas que l'impression, mais travailler pour le territoire. Vas-y, Evelyse. Oui, merci, excusez-moi. Du coup, j'ai envie d'ajouter quelque chose vraiment en synergie de nos structures. Nos exemples là, concrets. Premier exemple, c'est en Mayenne, avec la SEM et Énergie Partagée Investissement, on a créé cette société de projet dédiée à une grappe solaire au sol, petite centrale au sol. On n'a pas, en Mayenne, il n'y avait pas pour le moment de collectif citoyen dont on a pu être proche pour les intégrer tout de suite. En tout cas, là, c'était une complémentarité avec Énergie Partagée Investissement. Dans le 49, se profile le même schéma avec la SEM, mais les collectifs citoyens sur ce territoire, je généralise, hein, je ne suis pas dans les détails du 49, eh bien, on est bien en discussion du coup avec ces collectifs citoyens pour intégrer cette société de projet, et probablement le véhicule choisi par les collectifs citoyens sera le véhicule COAT pour intégrer à nos côtés et la SEM, la société de projet. Là, vraiment, cette gouvernance locale, enfin, cette gouvernance avec les collectifs citoyens, eh bien, on va la créer. Énergie Partage Investissement, sans trahir, du coup, n'a pas été impliqué dans ce tour de table, puisque la présence des citoyens de la dynamique locale est là. Nous aussi, on va se retirer un petit peu du capital pour laisser place selon les volontés. Je laisse
Joachim, si tu veux compléter, mais là, on voit bien que les synergies des structures commencent à se mettre en place. Ouais, Merci pour c'est des la très bons traduction. exemples. C'est des bons exemples et effectivement, en fait, il faut vraiment garder en tête que la philosophie des énergies citoyennes, c'est de partir du local et donc de partir de que veulent faire les collectifs locaux qui sont déjà structurés et qui veulent aller investir dans les énergies renouvelables. L'exemple que tu donnais, Paul, de Solero, je trouve qu'il est très parlant. En gros, vous avez une boîte à outils en tant que porteur de projet et vous pouvez aller solliciter différents outils selon la typologie des projets que vous voulez faire. Donc, par exemple, dans l'exemple de Solero, vous avez voulu faire des projets en toiture et vous en avez fait d'ailleurs, bravo, plutôt en typologie 36 et 100 kg. Bah, vous êtes naturellement plutôt tourné vers Coat et ça vous a inscrit dans ce réseau de porteurs de projets toiture et ça vous a permis de bénéficier de cette structure juridique. Et puis là, vous avez une opportunité plutôt d'aller sur des petits parcs au sol qui ressemblent à ce que fait Enercop. Et vous vous dites, tiens, bah, l'outil qui nous paraît pertinent, c'est Enercop. Et ensuite, si on co-investit dans ces projets-là avec Enercop, là, vous avez l'aubaine, entre guillemets, d'avoir déjà une société pour vous, pour Solero, qui avait été créée pour l'éolien. Sauf que dans l'Anjou, par exemple, ce n'était pas le cas de certains collectifs qui faisaient déjà du coat. Et donc, quand ils ont eu l'opportunité de travailler avec Enercop, ils ont dit, bah, OK, mais nous, notre outil d'investissement, c'est coat, c'est là-dessus qu'on communique depuis des années. Donc, on va mobiliser coat pour investir avec Enercop dans une société. Donc en fait, il y a un peu des cas de figure différents, mais on voit bien qu'il y a une synergie. Ça n'empêche pas la difficulté qu'on peut avoir à expliquer ça et à comprendre, hein. Je suis bien conscient que c'est pas évident, mais il y a bien une synergie pour répondre un petit peu à une des questions d'André qui demandait est-ce que vous êtes cumulatif entre vous trois pour cofinancer et comment vous rendez cela visible dans le plan financier? Bah, en fait, à chaque fois il y a tout à l'heure a été mentionné les fameuses SPV là. C'est Mm. des sociétés de projet, donc il y a une société de projet qui est créée dans laquelle viennent investir par exemple, heu si je prends l'exemple Tournesol Mayennais, c'est une société de projet dans laquelle sont venus investir Enercop Pays de la Loire, Énergie Partagée et la société d'économie mixte du syndicat d'énergie mayennais. Et en fait, à cette occasion-là, il y a un pacte d'associés qui est signé. On se met d'accord sur les règles du jeu et aussi sur comment on va rémunérer chacun. Et j'en profite pour finir de répondre aux questions d'André. Oui, quand on va voir les banques au niveau NEF, crédit coopératif, bah, la présence d'un acteur comme Énergie Partagée ou même comme Enercop et maintenant de plus en plus comme Coat, qu'apporte la preuve qu'ils ont déjà réussi à faire des projets et qu'ils ont mobilisé déjà sur ces sujets-là, ça crédibilise et ça permet d'aller tirer vers le bas les taux d'intérêt. Euh, question vocabulaire, grappe, ça veut dire quoi exactement? Ça couvre quoi? Une grappe, c'est un groupe de projets. En gros, l'idée, c'est sur les petits projets, c'est de les regrouper pour faire des économies d'échelle. À quel stade on les regroupe, c'est-à-dire? Oui, Eh mais par ben, exemple, pour te vas-y, Paul. dire ce qu'on est en train de porter au niveau de Solero, c'est on s'est dit, pour entraîner un maximum de gens, l'échelon communal n'étant plus suffisant à nos yeux dans les fonctionnements des collectivités locales, essayons de porter un projet par commune de 300 kilos sur le sol. Après, il faut bien commencer, on va y arriver, je pense, dans le temps. Mais l'idée, c'est ça, c'est en massifiant ces projets dans une même société de projet, c'est faire des économies de structure, de charges de structure, d'avoir le même intervenant qui va faire toutes les clôtures ou tout le TP. On peut, je pense, avoir des économies. euh, En fait, c'est une grappe, c'est qu'on a plusieurs champs photovoltaïques, mais on les gère avec une seule unité de gestion, quoi. oui, Oui. une grappe, c'est des D'accord. grains solaires et les Mm. grains, pour nous, c'est des petits parcs au sol de Ok. 300, voire un petit peu plus. Je veux bien compléter. C'est un raisonnement par avancement opérationnel.
On va essayer de les rassembler pour qu'une même entreprise puisse répondre sur 3, 4 en même temps. C'est avancement aussi et surtout, un petit peu comme a été dit, pour Cowatt, sur, le financement. On va rassembler, on va essayer de diminuer les coûts en rassemblant en volume. Ça ne veut pas dire que en fait, une société de projet, si on est dans ce jargon-là, mais c'est très interne, une société de projet va exploiter ensuite plusieurs grappes. C'est vraiment un avancement progressif ensemble de plusieurs projets, jusqu'à ensuite à l'exploitation, elles seront toutes diluées. Mais alors, ça doit mettre longtemps à démarrer, ça, parce qu'il faut attendre d'avoir plusieurs projets pour lancer le truc, en fait. Alors, sur des petites centrales au sol de 300 kg, du coup, on parle de 5000 m² au sol. Ça fonctionne bien. On est sur 3-4 en même temps. Pour en avoir 3-4 en même temps, on a été en chercher, regarder, prospecter et rencontrer au moins 10, voire 20. Mais ça marche bien. Ça marche bien. Et D'accord. effectivement, c'était aussi une des réflexions au lancement de Cowatt, c'était de permettre à un collectif qui ne se sent pas d'aller chercher 10 toitures d'un coup, d'apporter une ou deux toitures au pot commun qui est Cowatt. Et en fait, l'effet de grappe, il se fait à travers Cowatt, qui a une vingtaine de centrales. Ok. Il y avait une question, je précise qu'il est 13h35, donc pour ceux qui doivent nous quitter, bah, n'hésitez pas, on vous libère. Pour les plus curieux, on peut encore continuer peut-être une dizaine de minutes si ça vous va pour les différents intervenants pour répondre aux dernières questions. Il y avait une question de Louise sur les précautions prises autour des installations au sol et Samuel, tu avais commencé à apporter des réponses. Si tu Ouais. veux développer. Ouais, tout à fait. C'est simplement pour préciser que dans l'identification des zones sur lesquelles on va venir implanter des panneaux photovoltaïques au sol, on est évidemment sur des fonciers qui n'ont aucun autre usage possible. Donc, soit des fonciers dégradés. Donc, les premières installations ont été faites sur des délaissés de travaux de la SNCF sur la LGV Paris-Rennes, sur des fonciers enclavés, sur des stations d'épuration qui ont une autre espèce de valorisation possible. Donc on fait évidemment bien attention à tout ça. Et puis à l'initiative de la société économiste Énergie Mayenne, on a constitué un petit comité informel qui rassemble les services instructeurs de la DDT, donc la Direction départementale des territoires, et la Chambre d'agriculture. Et on passe au peigne fin tous les projets un par un pour recueillir les avis préalables avant même de faire le dépôt de la déclaration préalable de travaux. Donc on s'assure qu'il n'y a pas de difficultés particulières au niveau de ses partenaires. Et puis on a aussi pris l'option volontaire de présenter les projets en CDPNAF, alors que ce n'est pas une obligation réglementaire. C'est histoire d'avoir voilà, l'assurance que les projets qu'on présente sont bien validés par toutes les parties prenantes et qu'on n'ait pas de conflit particulier, notamment sur le volet agricole. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? NAP ou neuf? Moi, j'ai entendu CDP9. Alors, la commission départementale. Il est dur celui-là. Attends, je suis pas sûr de l'avoir. Paysage, environnement. De défense des espaces naturels et forestiers. Espaces naturels et forestiers, c'est ça. Réécrivez-le dans le chat, là, s'il vous plaît. On pourra faire un webinaire un jour sous forme question pour un champion acronyme. Ouais. Non, mais réécrivez-le, l'acronyme, là, dans le chat. Il est écrit juste au-dessus. Hein? Juste au-dessus dans le chat, Samuel l'a écrit. Ah, d'accord, CDPNAF, ok. Et j'en profite aussi pour redire, si du coup, suite à ce webinaire-là, vous dites, mais oui, moi j'ai un projet et j'ai du mal à voir encore si je dois contacter Cowatt, Enercop ou Énergie Partagée, ou s'il pourrait être plusieurs dans mon projet. Du coup, je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre animateur récit référent sur votre territoire. Et comme ça, on pourra inscrire à l'ordre du jour du prochain groupe de travail investissement qui nous réunit avec Samuel, avec Marion, avec Jean-Claude et puis et Eric qui est côté Enercop. Mais peut-être qu'Evelysse, tu pourras te joindre à nous aussi. Et vraiment, c'est vraiment l'objectif, c'est ça, c'est que vous puissiez en l'espace d'une heure rencontrer tout le monde et repartir en sachant qui va pouvoir aller avec vous. Donc nous, on fait un peu on accueille vos demandes côté récit et on les relaye et on anime ce groupe de travail-là. C'est aussi notre rôle en tant que réseau. S'il n'y a
pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce midi. Oui, merci beaucoup. Ok, Merci Claudette. merci. Merci à tous. Merci Et beaucoup. le tableau, il est disponible. Oui, à- oui, je l'ai enregistré. Ouais. Le Il tableau, je vous l'ai mis il est au tout début du chat. Je peux vous le remettre Ah vite ouais. fait là si vous voulez. Hop, Ah, je le remets et comme ça vous pouvez le télécharger. ah, ok, merci. Merci beaucoup. Télécharger. Continuez à travailler Merci. ensemble. Ouais. Merci. Salut, bon Merci appétit. André, merci à tous. Alors, Merci. salut. Merci. C'est gentil.